Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. 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 On va attendre encore quelques petits instants. Je vois que nous avons déjà parmi les gens qui vont nous accompagner, donc Alice. Alice, j'ai eu ton texto, donc je vois que tu as réussi à nous rejoindre. C'est chouette. Oui, bonjour à tous. Donc Alice Vilco de la Directe, Stéphanie Auger, maître Stéphanie Auger, avocate. On n'a pas ton son, Stéphanie. Ah, tu as coupé ton micro apparemment. Attends, je viens de te l'activer, vas-y. Ah, ouais. Voilà, nous avons Jacques Poisson qui devrait nous rejoindre. Il a quelques petits soucis de connexion, donc il arrivera dans quelques instants. Donc Jacques Poisson qui est consultant en droit social pour cabinet Exco. Et nous devons avoir, je ne vois pas encore toutes les personnes arriver, Anaïs de Ressia également qui va nous rejoindre. Voilà. Jacques, vous êtes parmi nous. Jacques Poisson, bonjour. Je viens d'activer votre micro. Est-ce que vous nous entendez? Oui, vous m'entendez, je vous entends très bien. Et vous? Et on vous entend aussi, c'est parfait. Très bien, parfait. Bien, donnons-nous encore une minute ou deux le temps de laisser les gens arriver. Du coup, est-ce que Jacques, Stéphanie, vous voulez vous présenter un petit peu plus? Je commence alors. C'est bon, on entend? Le micro, c'est bon? C'est parfait. J'entends très bien. Alors, Stéphanie Auger, je suis avocat en droit social. J'accompagne les entreprises, je fais essentiellement du conseil et j'accompagne les entreprises à Toulouse. Et c'est vrai que du coup, pendant cette période de crise sanitaire, on est très sollicité par les entreprises qui se posent des questions sur les textes. Et sur l'avenir, bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça que je me tiens au courant et j'aurai quelques informations d'actualité à vous communiquer en lien avec ce que pourront indiquer également la Directe et M. Poisson. Merci Stéphanie. Jacques, vous voulez vous présenter? Oui, alors moi, Jacques Poisson, je suis le responsable du département social sur Toulouse, du cabinet Exco, qui est un cabinet d'expertise comptable avec une implantation essentiellement sur le sud, entre Montpellier et Bordeaux. Dans mon activité, nous gérons la paye et puis tout ce qui concerne le conseil social, à l'exception bien évidemment du contentieux, et ce pour notre clientèle pour laquelle nous avons une activité d'expertise comptable et de gestion donc, des salaires. Et l'épisode activité partielle, évidemment, nous a amené à avoir des changements assez importants et une gestion de paye très particulière. Mais on y reviendra peut-être plus en détail. Tout à fait, tout à fait. Nous avons également avec nous Alice. Alice, tu dis que tu as quelques petits soucis à entendre. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Alice? Bon, a priori, Alice a des difficultés. Je savais que ce matin, elle avait des petits problèmes avec le VPN. Bonjour Anaïs. Donc Anaïs Aguilar, peux-tu te présenter? Bonjour. Donc moi, c'est Anaïs Aguilar, je suis contrôleur de gestion chez Euresia, qui est une PME qui édite des logiciels de SIRH. Et donc, tu vas venir aussi nous éclairer en complément de nos autres experts. Très bien. Écoutez, je vous propose qu'on commence. Est-ce que je peux proposer du coup à Stéphanie ou à Alice, parce que on a des petits soucis avec la connexion d'Alice, j'ai l'impression, de nous exposer un peu les nouveautés qu'il y a eu concernant l'activité partielle depuis le 7 avril, hein, puisqu'on s'était parlé de tout ça la dernière fois, le 7 avril. Il y a eu quelques petites choses qui sont tombées entre-temps, avec notamment un focus sur la partie forfait jour qui peut intéresser certains d'entre nous. Stéphanie, je te laisse. Ok, avec plaisir. Alors, c'est vrai que on ne chôme pas, sans mauvais jeu de mots.
On a quand même une belle actualité juridique et réglementaire avec, alors j'ai fait, on va dire, un petit focus assez rapide, hein, je ne vais pas monopoliser la parole bien sûr, mais un petit focus sur 5 textes qui sont parus depuis le 7 avril. D'abord, le décret du 16, enfin un des décrets du 16 avril vient tout particulièrement nous donner des indications qui étaient très attendues sur le décompte de l'activité partielle et l'ouverture de l'activité partielle aux salariés dont le temps de travail n'est pas décompté à l'heure, en particulier pour rebondir sur ce que disait Amélie à l'instant, les salariés en forfait annuel en jours ou en heures, avec des règles de décompte qui sont données, alors avec cette précision qu'avant, ces salariés n'étaient éligibles à l'activité partielle qu'en cas de fermeture de l'entreprise, et là, désormais, y compris en cas de réduction, ils vont pouvoir bénéficier de l'activité partielle. Les précisions sont assez succinctes, mais elles suffisent. Il s'agit de dire qu'en cas de demi-journée chômée, on compte 3 heures et demie, pardon. Une journée entière, on compte 7 heures, et une semaine entière, on compte 35 heures. Avec cette précision qu'évidemment, pour eux, il n'est pas envisageable de descendre en dessous de la demi-journée pour le chômage. Il y a aussi des dispositions dans ce même décret sur les VRP, sur les pigistes, sur voilà, différents salariés dont le décompte du temps de travail, les personnes à la tâche, etc., pouvaient poser difficulté. Ça, c'est pour ce décret du 16 avril. On pourra y revenir si vous avez des questions, mais juste je vous briefe sur les différents textes rapidement. On a eu une mise à jour de la question-réponse. Alors, il y en a eu une le 10 avril, il y en a eu une nouvelle le 22 avril. C'est ce document-là, sur le voit à l'écran, le document qui est sur le site travail.gouv. Je pourrais vous donner le lien, mais je suppose que chacun a déjà pu aller le consulter, avec des précisions en particulier sur le régime social de l'indemnité d'activité partielle, avec en particulier, mais je suppose que Jacques Poisson nous en dira un mot sur le dispositif d'écrêtement de la CSG pour les bas salaires notamment. Il y a aussi des petites précisions. On s'était posé la question à l'occasion d'un précédent visio sur l'alternance et la compatibilité entre télétravail et activité partielle, hein, avec cette confirmation qu'il est bien possible de mixer les deux, mais à condition de pouvoir identifier dans un planning des demi-journées télétravailler et chômer, et avec la confirmation qu'il est par contre impossible de cumuler les deux sur les mêmes heures de travail, bien sûr. On a des dispositions intéressantes sur, et attendues sur les jours fériés, parce qu'il va y en avoir, il y en a déjà eu en avril, et il va y en avoir en mai. Comment combiner jours fériés et activités partielles. Et également des dispositions sur l'expatriation, sur les salariés employés par une entreprise étrangère, sur les associations qui pourraient bénéficier de subventions et demander le chômage partiel, avec cette précision qu'il peut y avoir de cumul des deux. Hein. Il faut faire attention si les salaires sont déjà payés dans le cadre du budget, on ne peut pas demander de chômage partiel. Voilà pour cette mise à jour, question-réponse du 22 avril, sachant qu'elle n'est pas à jour, malheureusement, puisqu'elle va devoir à nouveau être retravaillée, je suppose, après l'ordonnance du 22 avril également. Alors justement, cette ordonnance, rapidement également, était très attendue, puisqu'elle vient nous poser la possibilité de prendre en compte, au titre de l'activité partielle, les heures supplémentaires structurelles. Ce qui n'était pas le cas au début. Alors, on avait eu beaucoup de débats. C'est quand même dommage que ce point n'ait pas été traité dès le départ correctement, mais on s'adapte. Donc, les heures supplémentaires structurelles, c'est-à-dire celles qui sont prévues par un accord d'entreprise ou par des contrats de travail signés avant le début de la crise, eh bien, vont pouvoir être indemnisées au titre du chômage partiel. Il y a également un plafonnement qui n'était pas non plus prévu et qui s'applique, qui est posé à l'indemnisation par l'employeur si l'employeur est allé si l'employeur donc complète le salaire, eh bien, son régime social n'est favorable, c'est-à-dire exonération de charges sociales, que dans la limite de 70% de 4 SMIC et demi, c'est-à-dire 3,15 SMIC. Donc ça, c'est un point pour les hauts salaires qui va impacter effectivement les masses salariales.
Il y a aussi des dispositions qui sont très importantes sur l'individualisation de l'activité partielle, c'est-à-dire la possibilité de différencier les plannings des personnes qui sont mises en chômage partiel, avec cette obligation d'avoir soit un accord d'entreprise pour l'autoriser, soit un avis favorable du CSE. Et si c'est le cas, avis favorable du CSE, il faut donc que l'employeur édite une décision unilatérale qui comporte un certain nombre de dispositions. On a également des règles sur la prorogation des délais en matière de procédure d'accident de travail et maladie professionnelle, mais ça, ce n'est pas l'activité partielle. Des règles aussi sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, sur les délais de consultation du CSE. Ça, c'est important aussi, puisque justement, si on a besoin de l'avis du CSE pour un certain nombre de mesures, eh bien, les délais vont être aménagés, et là, on attend un décret. Les deux derniers textes sont, alors, 25 avril, ce n'est pas vraiment l'activité partielle, mais je vous le dis quand même parce que c'est important. C'est un décret qui est donc sorti samedi pour nous dire que les délais d'homologation des ruptures conventionnelles ne sont pas prolongés, contrairement à ce qu'avait pu laisser penser le précédent texte, l'ordonnance du 25 mars. Et le dernier texte qui retient mon attention, qui n'est pas encore aujourd'hui promulgué, c'est une loi. C'est la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 qui prévoit le basculement automatique des salariés en arrêt de travail Covid, c'est-à-dire arrêt isolement, éviction, maintien à domicile ou arrêt garde d'enfants de moins de 16 ans ou enfants handicapés, en activité partielle, automatiquement et par dérogation aux conditions habituelles de l'activité partielle à partir du 1er mai 2020. Alors là, pour l'instant, grosse prudence sur ce texte parce qu'on ne sait pas encore quels seront les contours. J'attends qu'il soit promulgué et qu'il soit publié au journal officiel. Ça va vite arriver le 1er mai. Il faut regarder si vraiment tous les salariés seront éligibles parce que c'est vrai que j'avais vu passer les motifs du projet de loi qui visaient les salariés qui avaient perdu du salaire. Donc, il faudra le regarder de près pour voir vraiment si tout le monde est concerné. Voilà, c'est rapide, mais un petit tour d'horizon sur les nouveaux textes qu'on peut creuser à votre convenance. Merci Stéphanie. Sur ces premiers éléments, est-ce que certains d'entre vous ont des questions puisque Stéphanie a fait un petit panorama rapide et propose de creuser quelques points sur lesquels on pourra aussi avoir des éclairages de nos autres invités. Ouais, François, juste, j'ai pas bien compris le dernier point par rapport à la garde d'enfants. Le dernier point, c'est que compte tenu du fait que certains salariés en garde d'enfants subissaient une perte de salaire importante, je pense que le gouvernement a répondu, a entendu et a prévu, donc en rectifiant la loi de finances une deuxième fois pour 2020, a prévu donc à partir du 1er mai, ces salariés-là, ainsi que les salariés qui étaient placés en arrêt éviction, maintien à domicile, isolement Covid, soient basculés en activité partielle, automatiquement, avec les règles habituelles d'indemnisation, donc les 70%, etc., et le remboursement employeur, mais sans qu'il soit nécessaire de monter un dossier d'activité partielle. Alors ça, c'est évidemment, il faudra le regarder de près parce que c'est en termes de conditions, est-ce qu'il faudra aller quand même sur la plateforme, avoir des identifiants, etc. Tout ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Hein. Enfin, je ne sais pas si les informations m'auraient échappé, mais je pense que l'idée, c'est de déroger aux conditions prévues par le Code du travail pour bénéficier de l'activité partielle, dans le but de permettre aux gens d'avoir, notamment pour les bas salaires, un maintien de rémunération. Entendu, merci. C'est vrai qu'on avait, si vous permettez, une situation un peu particulière, c'est-à-dire que si l'entreprise était en suspension d'activité, à ce moment-là, le salarié devait passer à une activité partielle au prochain renouvellement dans les cas d'arrêt dérogatoire, c'est-à-dire les arrêts liés au Covid ou des arrêts pour garde d'enfants. Et par contre, s'il y avait une simple réduction d'activité, le salarié continuait à rester à avoir la couverture de l'assurance maladie. Ça faisait des confusions assez paradoxales et je pense qu'on a voulu unifier le régime pour éviter qu'on se retrouve à gérer des cas très différents qui conduisaient à avoir, je le vis au niveau de la gestion de la paye, beaucoup de difficultés, renouvellement, etc.
pour des personnes qui devaient basculer, parce que l'ensemble des autres salariés étaient en activité partielle, qui devaient basculer de l'arrêt maladie à l'activité partielle, justement. C'est Olivia Luce, merci pour la clarification. J'ai une question relative à l'activité partielle différenciée. Vous avez dit qu'il fallait donc un avis favorable du CSE et une décision unilatérale. Il faut un avis favorable du CSE sur la différenciation, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, si vous voulez, et je sais que je me souviens avoir eu un échange avec Lise à ce sujet. Normalement, l'activité partielle est une mesure collective. En tant que mesure collective, elle doit donc viser, et c'est ce que prévoit le texte à la base, elle doit viser l'ensemble de l'entreprise, de l'établissement ou un service ou une équipe. Ce qui veut dire que pour respecter ce caractère collectif, ainsi qu'un critère quand même d'égalité de traitement entre les salariés, parce qu'il y a un impact sur le salaire, il est recommandé, même si le texte ne le prévoit pas, mais ça, je dirais, c'est presque du bon sens, de traiter tous les salariés de la même manière et de les faire chômer le même nombre d'heures dès lors qu'ils sont placés dans le même service, dans la même équipe, dans le même établissement, etc. En pratique, ce qui a dû remonter aux oreilles du gouvernement, c'est qu'il pouvait y avoir des cas différenciés pour les salariés qui étaient en lien avec certains clients qui avaient ouvert ou certains clients qui étaient fermés. Et donc, il a été donné aux entreprises la possibilité de différencier. Et vous voyez, il y a un contre-pouvoir qui est mis en place. Ce n'est pas non plus open bar, si je peux me permettre. Il faut que le CSE donne son avis favorable. Moi, j'ai une question concernant l'avis du... Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, il y a quelques bruits parasites, on arrive à entendre. Ah bon, Anne de Bailly, Société Aviseo, nous, on est 15 salariés. Et souvent, alors sur les textes, je vois l'avis du CSE est requis pour les entreprises de 50 salariés et plus. En l'absence de représentants du personnel, il faut faire une information individuelle. Mais nous, on se trouve au milieu, c'est-à-dire que nous ne sommes pas 50, mais nous avons des élus au CSE. Donc, du coup, quel est le niveau d'information? Qu'est-ce qui doit être précisé au niveau du CSE, par le CSE? Est-ce que vous pouvez me donner la source de votre texte? Parce qu'il faut différencier, à mon sens, enfin, je ne sais pas si c'est de ça qu'il s'agit, il faut différencier l'avis recueilli auprès du CSE avant la mise en place de l'activité partielle, qui là ne concerne que les entreprises de 50 salariés, comme l'a précisé le gouvernement. Et le deuxième sujet qui est celui de l'individualisation, où là, il n'a pas été précisé, malheureusement. C'est peut-être du bon sens aussi, mais ça n'est pas précisé, et peut-être que la directe pourrait nous éclairer sur ce point-là. Il n'est pas précisé le sort des entreprises, 1, de moins de 50, et 2, de moins de 11, ou qui ont un PV de carence. Voilà. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas comment lire ce texte pour les entreprises qui n'ont pas de CSE. Alors, nous, on a un CSE, mais nous ne sommes pas 50. Donc, il y a aussi, concernant l'avis de mise en activité partielle, quel est le degré de précision et d'avis du CSE? Parce que moi, j'avais lu qu'il fallait donner un avis sur les conditions, les raisons du recours au chômage partiel. Enfin, bon, il y avait quelques points comme ça sur lesquels le CSE devait se prononcer plus précisément. Et j'ai une autre source qui me dit, mais non, mais il suffit de dire que le CSE est favorable à la mise en activité partielle sans niveau de détail. Alors, cette règle-là ne concerne pas l'individualisation. Ça concerne la mise en place de l'activité partielle. Et là, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles. Je pense que ça dépend des relations que vous avez avec le CSE. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait quelque chose de très light. Il y a d'autres entreprises qui ont présenté des documents de 50 pages. Parmi mes clients, j'ai fait un peu de tout. La bonne réponse, elle dépend du degré d'attente de vos élus. Mais c'est vrai que dès que vous consultez les élus, alors pour les moins de 50, l'avis n'est pas nécessaire. Hein, vous avez vu qu'il y a eu cette précision quand même pour les moins de 50.
Mais dès lors qu'on a fait cette démarche de consulter le CSE, il faut les informer avant de recueillir leur avis, parce que vous ne pouvez pas leur demander leur avis sans qu'ils sachent pourquoi on le fait, comment on le fait, etc. Donc, il me semble que la bonne méthode, dès lors qu'on les consulte, c'est de leur dire pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire appel à l'activité partielle, mais là, vous n'allez pas réinventer l'eau tiède. Il suffit de redonner les explications que vous avez fournies dans le cadre motivation, dans le dossier de la directe. Deuxièmement, il faut, à mon avis aussi, les informer avant de demander leur avis sur comment ça va se passer, quels sont les horaires qu'on a demandés pour chaque service. Est-ce qu'on met en place un roulement? Est-ce que c'est tout le monde en même temps? Est-ce qu'on ferme? Est-ce qu'on réduit? Et ce, pour que le CSE puisse mesurer l'impact sur les conditions de travail, parce que ça, c'est le cœur de ses attributions. Mais pour revenir à l'individualisation, de toute façon, comme le texte ne précise pas, le CSE, il faut qu'il soit saisi pour cette question, même pour les entreprises de moins de 50 salariés. Voilà, absolument. À mon avis, c'est effectivement… du moment où il y a un CSE, il doit être saisi. Voilà, du moment qu'il y a un CSE, la loi ne distingue pas selon, enfin l'ordonnance qui aura force de loi ne distingue pas selon si on est à moins de 50 ou à plus de 50. Ce que le texte ne dit pas, c'est qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de CSE? Est-ce qu'on a le droit d'individualiser ou est-ce que le fait que le contre-pouvoir ne peut pas s'exercer empêche cette individualisation? Merci. Alors moi j'ai une question justement par rapport à cette individualisation. Il se trouve que notre société travaille sur la petite application avec souvent des développements qui peuvent faire moins de 3-4 jours. Donc on fait des planifications à la semaine. Il y a une réunion de planification en fin de chaque semaine et il se trouve que là on peut se retrouver en sous-activité sur une compétence, sur une autre. Et donc l'individualisation, quelque part, elle peut se faire de semaine en semaine. Donc, dans ces cas-là, est-ce qu'il faut, suite aux réunions d'affectation, systématiquement avertir le CSE et avoir un avis du CSE par rapport finalement à l'affectation du vendredi après-midi pour la semaine suivante? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole sur cette question, mais en tout cas, pour ce qui me concerne, je pense que c'est le principe même de l'individualisation qui doit faire l'objet d'un avis favorable du CSE. Et une fois que vous avez cet avis, vous allez pouvoir dérouler votre planning comme vous l'avez annoncé. Moi, je crois que le plus important, c'est de faire une communication sur la manière dont les choses vont se passer, sur la manière dont les salariés seront informés de leur planning. Est-ce que c'est par semaine entière? Est-ce que c'est du jour au lendemain? Bon, évidemment, il faut aussi qu'eux puissent s'organiser. Et après, une fois que vous avez fait cette information avec l'avis favorable du CSE au départ, vous n'aurez plus besoin de le refaire semaine après semaine. D'accord, merci. C'est un texte relativement récent, hein, comme disait Maître G. Donc, on va avoir certainement des précisions qui vont tomber très, très prochainement. Allez-y, le code, la directe, je voulais juste revenir sur le point de tout à l'heure. Donc, en fait, quand j'ai dit, quand il y a un CSE, il faut le consulter. Dans les textes, nous, ce qui est écrit, c'est quand même l'avis du CSE ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés. Pourtant, je pense qu'il est de bonne administration, s'il y a un CSE, de toute manière, le solliciter, même si vous êtes en dessous du critère des 50. Ensuite, sur le caractère individualisé, normalement, en temps normal, il n'y a pas la possibilité de mettre certains salariés en AP, d'autres pas en AP. Pour autant, dans le cadre du Covid, cette possibilité a été offerte par l'ordonnance du 23 avril, mais elle requiert, comme vous le disiez, un avis conforme du CSE. Donc, ça veut dire que le CSE doit être saisi sur les cas individuels et dans quel cadre qui est placé dans quel statut, et il doit rendre un avis conforme pour pouvoir permettre à l'entreprise cette individualisation de l'activité partielle. C'est tout ce que j'ai sous la main. Merci. Dans les entreprises qui n'ont pas de CSE, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'ai raqué mon micro. Dans les entreprises qui n'ont pas de CSE, comment ça se matérialise tout ça? Est-ce qu'il faut donc c'est ce que disait Anne tout à l'heure, une information individuelle de chaque salarié? Comment ça se passe? À mon avis, c'est une décision unilatérale qui va être communiquée aux salariés concernés.
moi, je ferai la différence entre la mise en activité, enfin, le choix de recourir à l'activité partielle et l'individualisation. Encore une fois, pour l'individualisation, moi, je n'ai pas de réponse j'ai appris l'humilité, c'est-à-dire en ayant assez d'être contredite de temps en temps par des nouveaux textes qui arrivaient 2 jours plus tard. Là, je reste prudente et j'attends peut-être que la question-réponse du gouvernement soit mise à jour pour nous éclairer. Le recours à l'activité partielle, si on n'a pas de CSE, effectivement, c'est unilatéral. Il faut informer les salariés en amont puis en aval. En amont sur la manière dont va s'organiser le travail, sur qui va chômer combien d'heures, donc par service, par établissement, avec cette précision, est-ce que ce sera un roulement ou est-ce que ce sera tout le monde en même temps, est-ce que ce sera par journée entière, par demi-journée, est-ce que s'il y a plus de travail, on pourra les rappeler. Tout ça, il faut communiquer en amont pour que les salariés puissent se préparer, s'organiser, parce qu'ils ont peut-être aussi des problématiques garde d'enfants. Il faut que ces informations puissent vous remonter. Donc, plus vous aurez anticipé sur une méthode de communication, plus vous serez après à l'aise et les salariés seront à l'aise. Et il y a une deuxième communication qui se fait en aval, c'est-à-dire que vous avez l'obligation de fournir en annexe au bulletin de salaire un document explicatif du nombre d'heures chômées, du taux d'indemnisation, etc., comme d'ailleurs le question-réponse le précise. Donc, il faut que les salariés puissent comprendre leur bulletin de salaire, qui sera un bulletin, surtout celui d'avril, et surtout s'il y a des régules du bulletin de mars, qui sera très compliqué. Donc, plus vous aurez été clair sur ce document en annexe au bulletin de paye, moins vous allez être harcelé de questions. Donc, la communication orale ne suffit pas? Non. Excusez-moi, Valérie Rouleau de Syntec Numérique, je me permets d'intervenir sur l'individualisation. Alors, c'est vrai que c'est tout nouveau. Moi, ce que je comprends quand même, c'est que cette souplesse, elle, comme vous le disiez, demande des contreparties. Et ce que je comprends, c'est soit c'est une décision unilatérale, mais avec avis conforme. Si on n'est pas dans ce cas-là, c'est un accord de branche ou d'entreprise. Puisque c'était les deux. Ah, c'est bien ça. Donc, je pense que si on n'a pas la possibilité d'avoir cet avis conforme, il faut absolument réussir à parvenir à un accord, en fait. Moi, c'est ce que je comprends, hein, mais ça pose des difficultés. Donc, il faut que cette confirmation soit donnée. Oui. Surtout que ça risque de venir valider des pratiques qui sont déjà en cours. Exactement. On est dans une situation où le droit évolue, mais la vie de l'entreprise et son organisation évoluent au jour le jour, et en fonction également de contraintes extérieures telles que les lois, la manière dont les personnes peuvent exercer leur activité. Il y a des négociations au niveau des fédérations qui imposent des codes de bonne conduite, et, par exemple, qui vont amener éventuellement à modifier l'organisation de travail ou qui l'ont déjà modifié. Il y a tellement d'éléments extérieurs qui interviennent que c'est vrai que là, on va valider certaines pratiques, mais pour les valider, il faudra également avoir un petit peu plus de stabilité. Je vous ai mis en lien sur le chat le lien de la fameuse ordonnance. Vous voyez l'article 8 si vous ne l'avez pas encore consulté pour voir comment il est présenté. Que ce soit un accord ou une décision unilatérale, il y aura un certain nombre de sujets qui doivent être abordés. C'est vrai que ça pose la question de toutes les entreprises qui disaient « Ah oui, mais nous, on l'avait déjà fait, mais on n'avait pas fait tout ça. » Bon, c'est vrai, hein, dans la pratique, dans la vraie vie, les entreprises avaient déjà commencé à individualiser, mais par la force des choses. Donc, pour se mettre en conformité, moi, j'invite vraiment à formaliser cette décision unilatérale. Ce que je vois, c'est un risque qui est double, et je parle sous le contrôle de la directe. C'est un risque, si on a individualisé alors qu'on n'avait pas le droit de le faire, de remise en cause de la notion d'activité partielle.
si jamais effectivement il était considéré que vous avez perçu abusivement les aides de l'État. Et il pourrait aussi y avoir un sujet URSSAF, puisque l'indemnisation d'activité partielle bénéficie d'un régime social de faveur. Donc, je ne sais pas si ça mérite de jouer. Je crois qu'il vaut mieux régulariser si on avait déjà commencé cette pratique sans avoir formalisé quoi que ce soit. Je me permets d'intervenir. Amélie, je viens de t'envoyer la FAQ du ministère de l'économie. Il faut savoir que sur le site du ministère, il y a un outil qui a été développé par des startups, genre de FAQ interactive. Et là, c'est le fichier PDF en fait. Il y a pas mal de sujets sur la consultation des salariés lorsqu'il n'y a pas de CSE, les modalités qui peuvent être mises en place, soit de visioconférence, le taux de salariés qui doivent être consultés, qui doivent rendre un avis favorable sur le projet proposé par l'employeur, enfin, toutes ces mesures-là. Je te l'ai envoyé, enfin, c'est assez grand, c'est assez long, mais il y a pas mal d'informations. Je pense que ça peut répondre à plusieurs questions de ce que j'ai entendu. D'accord, ça marche. On le joindra au compte rendu et il sera disponible sur la base de. Voilà, tu peux le diffuser ou le mettre même dans le chat, là, comme ça les gens le téléchargent. Je sais pas si c'est possible, mais moi je peux pas du coup puisque je suis par téléphone. J'ai encore reçu ton mail. C'est par mail que tu me l'as envoyé. Ouais, c'est par mail. Moi, mais ça part pas. J'arrive pas à me connecter. Je retenterai, mais ça va. Bah, dès que je l'aurai, je le mettrai à disposition. Ça roule. Merci Alice. Avez-vous d'autres questions? Je sais qu'on a eu quelques questions par email en fin de semaine dernière, là, comme on avait proposé ça sur les réseaux sociaux et sur le Slack de Digital 113. Est-ce que les personnes qui ont posé ces questions veulent les reposer ici à voix haute? Parce que je pense que certaines vont intéresser d'autres entreprises. Oui, moi je veux bien poser ma question. Donc nous, on a un contrat, une personne en CDD. Le CDD finit fin juin et il se pose et on est en activité partielle. Est-ce qu'on a le droit? J'ai la réponse. Voilà. Est-ce que vous avez le droit de le passer en CDI et de le placer en AP? Il n'aurait pas été en CDD et vous n'auriez pas eu de promesse d'embauche formelle, vous n'auriez pas pu. Vu que vous êtes lié par un contrat, vous pouvez le passer en CDI et le mettre en AP. C'est le seul cas qui le permet. Sinon, ça n'aurait pas été possible puisque l'employeur doit paramétrer ses recrutements par rapport à l'activité de son entreprise. Mais là, vu qu'il est déjà en contrat avec vous, vous pouvez le passer en AP, enfin le recruter, le passer en CDI et le mettre en AP. D'accord. Parce que là, le CDD, il se finit fin juin. Il n'y a pas, enfin voilà, on n'est pas lié avec lui dans le cadre du CDD. Ah non, c'est arrêter votre CDD aussi. C'est bien un CDD avec vous, on est d'accord? Ah oui, bien sûr. Oui. Bah en fait, vu que vous êtes déjà sous contrat, il est déjà sous contrat et il est en activité partielle actuellement. Oui. Bah voilà, c'est bon. D'accord, ok. Merci. Vous pouvez le passer en CDI. En fait, vous pouvez changer juste la nature de son. Il n'aurait pas été déjà sous contrat, il n'était pas déjà compté dans les effectifs. Ça faisait une personne qui venait gonfler les effectifs déjà placés en activité partielle. Et ça, c'est pas possible. Sinon, on embaucherait tous nos belles-sœurs et nos beaux-frères pour qu'ils soient placés en AP. Par rapport Mais vu qu'il est déjà sous contrat et qu'il est déjà déclaré en activité partielle avec vous, vous pouvez le passer en CDI et le maintenir en AP. D'accord. C'est la réponse que j'ai eue de Frédéric Aloha, donc voilà. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. De rien. Oui, et de manière générale, hein, c'est Frédéric Aloha qui est spécialiste sur le sujet de l'activité partielle et toutes les questions que vous avez posées. Donc, si je botte en touche, n'hésitez pas à me faire passer, comme Amélie a pu le faire, les questions. Moi, on est organisé au centre direct pour que j'ai les réponses assez rapidement. Donc, voilà. Faut pas hésiter à nous demander et on trouve les réponses, on vous les envoie. Par contre, j'ai pas la science infuse, donc je ne saurais pas répondre à tout de suite. Merci Alice d'avoir apporté cette réponse qui n'était pas évidente en fait, hein, parce que c'est pas forcément ce qu'on avait pu imaginer. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'entreprise et pour ce monsieur. Tout à fait. Tu avais une autre question, Anne, que je trouve importante et on en a discuté avec Valérie Rouleau du Syntec la semaine dernière. Est-ce que tu peux la reposer par rapport aux allocations légales et au forfait jour?
Oui, alors la Syntec a prévu un dispositif de compensation salariale plus intéressant que le cadre légal. Autrement dit, le taux d'indemnisation des salariés en activité partielle est supérieur à 70% en fonction des niveaux de salaire. Or, il y a un texte, donc le texte de 2013 précise en dessous de la grille de rémunération que pour les salariés au forfait jour, ce sont les dispositifs réglementaires en vigueur qui s'appliquent. Donc, du coup, on pourrait l'interpréter en se disant que les salariés au forfait jour seraient indemnisés à 70% et non pas au dispositif plus favorable prévu par la Syntec. C'est ce que d'ailleurs notre prestataire paye a fait comme interprétation. Donc du coup, voilà, il y avait un peu divers avis. Donc oui, on applique le dispositif de la Syntec plus favorable, même au cadre au forfait jour, ou non, les cadres au forfait jour en sont exclus. Est-ce que je peux prendre la parole, Valérie Rouleau? Vas-y. Voilà, donc effectivement, la phrase telle qu'elle est libellée, c'est pas de dire que, enfin, précisément, c'est de dire que l'indemnisation des salariés en forfait annuel en jour s'effectue au regard des dispositions légales. Donc, effectivement, la phrase peut se comprendre dans les deux sens, hein, telle que vous la posez. Moi, j'ai interrogé les partenaires sociaux qui ont négocié l'accord à l'époque. Et à l'époque, cette phrase-là, le sens en tout cas voulu n'était pas celui de dire pour les forfaits jours, ils sont exclus de l'indemnisation conventionnelle et on doit leur appliquer l'indemnisation légale. La volonté des partenaires là, c'était juste d'attirer l'attention que pour le calcul de l'indemnisation en fait de ces salariés en forfait jour, étant donné que leur durée est en jours et non pas en heures, il fallait se référer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, c'est-à-dire cette fameuse règle de conversion que l'avocate a rappelé tout à l'heure, qui n'était pas, je crois, prévue par les textes légaux, mais il y avait déjà une circulaire qui donnait quand même un modus vivendi. Et donc, en tout cas, l'idée n'était pas d'exclure les forfaits jours de l'indemnisation conventionnelle. Aujourd'hui, le texte, effectivement, sorti des négociations, peut, comment dirais-je, donner lieu à interprétation. Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui considèrent que non. Nous, ce n'est pas la recommandation, en tout cas, que l'on fait à nos adhérents. Voilà. Parce que vous risquez ensuite d'avoir des contentieux. Oui, mais surtout que vous aviez, enfin moi j'étais tombée sur une note de synthèse de la Syntec qui était beaucoup plus récente, qui datait de 2015 ou 2017, je ne sais plus, où effectivement vous publiez cette grille à nouveau sans faire ce distinguo des forfaits jours. Moi, c'est ça qui m'a alertée en me disant, mais si cette note de synthèse n'exclut pas les forfaits jours, pourquoi mon prestataire paye me dit que les forfaits jours sont exclus? Donc moi, je m'étais basée sur cette note de synthèse pour communiquer aux gérants de l'entreprise et aux salariés. Et c'est après, voilà, après que d'autres personnes... Bon, donc effectivement, il y a le décret. Voilà, la phrase est ambiguë, c'est certes, mais c'est vrai que la position que l'on a, en tout cas, c'est plutôt d'inciter nos entreprises à ne pas exclure les forfaits jours du dispositif. Très bien, merci. Tout simplement parce que vous risquez peut-être ensuite d'avoir des contentieux de la part de ces fameux forfaits jours. Maintenant, c'est vrai que la question est d'autant plus importante aujourd'hui que, comme le rappelait l'avocate, je suis désolée, j'ai plus son nom, comme le régime fiscal et surtout social a évolué et qu'il est maintenant plafonné, c'est sûr que cette question se pose encore avec plus d'acuité qu'avant. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si, pour moi, oui. Et ce que tu disais, Anne, ton prestataire paye, lui, avait pris vraiment le contre-pied, entre guillemets, qui peut être plus favorable à l'entreprise dans le sens où ça plafonne plus fortement les indemnités, c'est ça? Oui, notre prestataire, effectivement, applique au forfait jour le taux de 70%. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont paramétré les payes, en fait. Voilà, donc point de vigilance à vos prestataires payes. Alors du coup, je ne sais pas si Jacques ou Anaïs peuvent avoir des commentaires sur ces sujets-là, mais peut-être que les entreprises, en tout cas, qui appliquent la convention de Syntec, puissent faire un échange d'informations avec leurs prestataires payes sur ce sujet.
Oui, c'est-à-dire que la difficulté, c'est que c'est un dispositif qui est très largement utilisé maintenant et qui concernait auparavant un nombre très restreint d'entreprises. Alors, on a des dispositions de ce type qui sont un peu difficiles à interpréter. Nous, on a tendance à l'interpréter strictement, c'est vrai, parce que pour nos clients, il est difficile de leur étendre au-delà de ce qui est stipulé. Dans le même texte, ça n'a rien à voir avec l'indemnisation, mais moi j'avais noté aussi le fait que la clause de non-concurrence sautait, ce qui peut amener quand même un certain nombre de clients à être prudents par rapport à un marché de l'emploi s'il redémarre, concernant la protection de leur personnel, la protection de patrimoine que constitue un certain nombre de salariés avec lesquels ils ont conclu des clauses de non-concurrence. Après, la stipulation relative au montant supérieur à 4,5 SMIC, à ma connaissance, elle ne jouera qu'à partir du mois de mai. Moi, j'avais une question, donc Anaïs Aguilar. J'avais une question par rapport au complément que l'employeur pouvait faire. Donc, si on veut maintenir le salaire à 100%, je sais qu'avec la nouvelle ordonnance là, du 22 avril, il y a eu comme quoi on n'était plus exonéré de charges sociales sur l'indemnité complémentaire que pouvait verser l'employeur. Est-ce qu'on en sait un peu plus à ce sujet ou pas? Alors, elle est exonérée, elle a le même que l'indemnité de base, sauf si elle vient couvrir des heures supplémentaires. Donc en fait, ça ne change pas grand-chose puisqu'à la base, les heures supplémentaires n'étaient pas prises en compte. Donc on savait que ce n'était pas exonéré de charges sociales. Donc c'est juste les 30% sur la base des 35 heures. D'accord. Voilà, En fait, on il n'a n'y pas a rien voulu de... qu'on fasse rentrer par ce biais un paiement d'heures supplémentaires en exonération. D'accord. Ce que dit l'ordonnance, il y a plusieurs points. C'est que donc déjà, l'employeur pouvait compléter les 30% sur 35 heures avec le même régime social de faveur. Ça, c'est ce qui existait et précédemment, le gouvernement avait communiqué pour dire si l'employeur a complété pour les heures supplémentaires ce surcomplément n'est pas exonéré. Ici, on a plutôt l'impression dans l'ordonnance, il y a deux règles qui sont précisées. La première, c'est que le complément de l'employeur, quel que soit d'ailleurs si ce sont des heures supplémentaires ou même 35 heures, donc ce complément employeur ne sera plus exonéré s'il dépasse 3,15 fois le SMIC. Donc c'est le complément qui ne doit pas dépasser. Non, c'est la totalité des deux. Il peut dépasser, mais il ne sera plus exonéré, il sera assujetti aux cotisations de sécurité sociale. D'accord, c'est le salaire global. C'est le régime social qui est précisé sur ce point-là. La deuxième règle qu'on trouve dans l'ordonnance, c'est la question des heures supplémentaires structurelles. C'est là qu'on peut attendre effectivement une actualisation de la QR du gouvernement, puisque la QR a été actualisée au moment où l'ordonnance sortait. Donc, l'ordonnance n'inclut pas les heures supplémentaires structurelles. Elles sont considérées comme indemnisables. Donc, on peut estimer par extension, mais encore, il faut attendre le texte, enfin la précision, on peut estimer que si l'employeur a indemnisé, si elles sont indemnisées, elles vont être prises en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité d'activité partielle et donc à bénéficier du même régime social de faveur, sous réserve du plafond de 3,15 fois le SMIC. D'accord. Du coup, ce qui est préconisé pour la paye d'avril, là, parce que nous, par exemple, on n'a pas encore fini parce qu'on est un peu au milieu de tous ces textes avec nos contrats à 39 heures. Est-ce que ce n'est pas préconisé d'attendre justement la sortie du texte avant de vraiment faire nos bulletins de salaire avec... en fait, on est un peu perdu. On se demande s'il ne faut pas faire juste des acomptes sur les salaires d'avril pour après éditer nos bulletins à jour avec les nouvelles ordonnances. Et vos payes d'avril, elles portent sur quel type d'heures supplémentaires? Nous, en fait, on a les heures... Des conventions de forfait
Non, on n'a pas de forfait, donc ça va, heureusement. Est-ce que Mais c'est du structurel? Oui. oui, c'est structurel et en plus, on a Alors, les quand je dis variables. structurel, est-ce que c'est une pratique qui fait que Non, contrat de travail. c'est dans le contrat de travail? Ouais, de tous les Là, il y a un petit salariés. débat. Hein. Et un Ouais. contrat de travail de tous les salariés et on a des variables sur une grande population. Mais dans et en votre plus, contrat de travail, est-ce que vous séparez, vous avez mentionné que le salarié effectuerait 35 heures non, c'est 39 heures à chaque fois. ou est-ce que c'est un forfait 180 C'est 169 heures. supplémentaires? C'est là où il nous manque cet éclairage, savoir si ça va s'appliquer à des heures supplémentaires prévues contractuellement ou avec simplement la mention le salarié effectuera 39 heures de travail par semaine, 35 heures, dont 35 heures plus 4 heures supplémentaires, ou est-ce que ce sont de véritables conventions de forfait, ou est-ce que ce sont qui ont été prévues par un accord d'entreprise ou une convention de branche? Donc pour vous, c'est plus judicieux d'attendre des éclairages sur ce sujet pour justement avoir des bulletins propres, si je peux dire. Le problème, c'est de savoir quand est-ce qu'on va les avoir. C'est un peu en fait notre problème. Ouais, parce que le problème, c'est qu'on a souvent des questions-réponses qui vont sous l'aspect précision, qui en fait vont contredire quasiment un texte qu'on a appliqué pour faire la paye du mois précédent. C'est vrai que c'est tout à fait. C'est tout à fait délicat. On navigue à vue. C'est pas très confortable. Pour moi, l'ordonnance est quand même claire sur le fait que les heures supplémentaires sont prises en compte et cette ordonnance, elle est publiée au journal officiel. Donc, la règle, elle est posée. Je suis quand même optimiste sur le fait que la question-réponse devrait sortir très vite parce que le gouvernement sait que les payes d'avril arrivent. Je ne serais pas étonnée qu'on ait quelque chose dans la journée ou demain. Donc moi, je mettrai en attente jusqu'à ce que vous ne puissiez plus attendre, en fait. Attendez le dernier jour peut-être, et puis là, vous lancez des acomptes si jamais vous n'avez pas de précision. Mais quelque chose me dit qu'on va avoir une actualisation très rapide du texte, enfin de l'interprétation gouvernementale de l'ordonnance, plus exactement. Parce qu'aujourd'hui, on a une nouvelle manière de légiférer qui est une sorte de circulaire question-réponse qui a presque force de loi quelque part, pas au sens juridique du terme, mais au sens de guide des entreprises pour interpréter la nouvelle réglementation. D'accord. Merci. Excusez-moi, c'est Elise Benazé, Machina Corpus. On se posait la question de savoir si on déclarait, si on ne faisait pas une régule des heures d'activité partielle sur le salaire du mois de mai, sur le bulletin de salaire du mois de mai. Comme là, on manque vraiment trop de précision. On se demandait si on déclarait, si on faisait apparaître ces heures sur le bulletin de salaire d'avril, s'il ne fallait pas carrément faire des régules sur le mois d'après, pour justement avoir plus de précision. Je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. Vous parlez des heures supplémentaires ou des heures d'activité partielle? Non, pardon, des large heures même d'activité partielle au sens large. Moi, je sais pas ce qu'en pense la directe, mais à partir du moment où vous avez pratiqué de l'activité partielle, je pense qu'il faut que ça apparaisse sur le bulletin du mois, quitte à ce que la paye soit fausse parce que vous n'aurez peut-être pas pris la bonne assiette ou quoi, mais je ne peux pas vous conseiller, moi, de faire un bulletin d'avril normal et de faire une régule en mai pour dire qu'en avril, vous avez fait de l'activité partielle. Ça, je pense que c'est dangereux. En fait, la problématique, c'est qu'en général, les bulletins de salaire doivent être déjà réalisés le 27 ou le 28 pour que les salariés perçoivent bien leur salaire en fin de mois. Oui. Or, alors je ne sais plus si c'est Agnès ou je ne sais plus qui l'expliquait, nous on a la même problématique de salariés qui ont des projets, enfin, des applications qui peuvent durer 2-3 jours. Donc on manque vraiment de visibilité d'une semaine sur l'autre sur les plans de charge de chacun. Donc ça nous complique, c'est difficile d'anticiper en fait le nombre de jours d'activité partielle. Vous m'entendez plus là, je pense. Si. Oui, j'ai le réseau qui n'arrête pas de bugger. Bon, enfin donc, oui, Stéphanie, vous me conseillez plutôt de déclarer ce mois-ci et si jamais il y avait des régules à faire, on le fera le mois prochain.
Et oui, oui, enfin, moi je pense qu'il vaut mieux, oui. Moi, je leur ai Moi, j'ai un demandé. petit... Non, Allez-y. juste une petite. Moi, je leur ai demandé d'anticiper. Enfin, la fin du mois, c'est jeudi, donc je leur ai demandé d'anticiper pour la journée de mardi, mercredi, jeudi, parce qu'effectivement, on a ce problème pareil d'individualisation, mais sur 3 jours, on peut à peu près être juste pour la plupart des. À moins qu'un projet tombe jeudi, voilà, et on fera une régule sur 1 jour. Moi, Mais j'avais c'est une pareil. question à vous solliciter, Valérie Rouleau, à nouveau de Syntec Numérique. J'ai moi aussi beaucoup de difficultés à comprendre les nouveaux textes, puisque ce que j'ai bien compris, c'est que on peut indemniser maintenant les heures supplémentaires, en tout cas celles qui sont prévues notamment dans le cadre d'un forfait. Bon, très bien. Donc nos modalités 2 seraient indemnisables, si j'ai bien compris. Et parallèlement, dans un FAQ, alors je ne sais plus de quand, d'avril, je crois que c'est le 16, je ne veux pas dire de bêtises, le FAQ modifiait très clairement, entre guillemets, l'assiette de calcul de l'indemnité. Alors vous me contredirez, mais moi ce que j'avais compris, c'est que l'indemnité, elle était basée sur l'indemnité de congé payé, que cette indemnité de congé payé était définie par le Code du travail et que le Code du travail nous autorisait en fait à intégrer dans les éléments de rémunération des heures supplémentaires. Donc aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que, mais vous me direz si j'ai mal compris, c'est que l'ordonnance nous dit que dans ce calcul de l'assiette de calcul de l'indemnité ne seraient plus pris en compte les heures supplémentaires. Et parallèlement, l'ordonnance nous dit depuis peu de temps que les heures supplémentaires qui sont chômées du fait de l'activité partielle peuvent être indemnisées. Est-ce que pour vous, ce n'est pas contradictoire ? En fait, on avait exclu les heures supplémentaires. C'est vrai que la différence par rapport à l'indemnité de congé payé est assez curieuse parce que dans l'indemnité de congé payé, par nature, les gens qui avaient régulièrement des heures supplémentaires l'employeur devait l'intégrer dans le calcul des congés payés, dans la règle du 10e notamment. Et puis là, on a eu un retour en arrière en disant il faut exclure les heures supplémentaires. Je ne me rappelle plus quel est le texte, hein, si c'était une circonstance. C'est le FAQ. QR, hein. C'est un FAQ qui a dit ça. Le QR, pardon. Oui, oui, pardon, oui. Et là, on réintègre une partie des heures supplémentaires. Simplement, mais c'est pour savoir dans quelles limites on peut les prendre en compte. Est-ce que, visiblement, l'ordonnance exclut les heures qui résultent d'une simple pratique de l'entreprise. Elle ne réintégrerait que celles qui résultent d'une convention de forfait ou d'un accord d'entreprise ou d'une convention de branche, d'un accord de branche. D'accord. Donc, le fait de dire qu'on indemnise les heures chômées, les heures subchômées qui répondent à ces-là, ça nous permet de les réintégrer également dans l'assiette de calcul de l'indemnité. C'est ça? Ça veut dire qu'on pourrait prendre en compte les heures supplémentaires qui résultent de conventions de forfait ou d'un accord de branche ou d'entreprise. D'accord. Mais et vous le ramenez quand même sur 35 heures, du coup, comme c'était préconisé avant? Vous êtes obligé. C'est l'assiette de calcul de votre indemnité d'activité partielle. Mais de toute façon, vous ne ferez pas. Vous ne pourrez jamais la réintégrer au-delà de 35 heures hein, sur vos états. Vos états de remboursement, ils sont bloqués à 35. Simplement, ça veut dire que dans votre base de calcul de l'allocation partielle, vous allez prendre ces heures supplémentaires. Mais ce qui était déjà le cas avant, c'est ça que je ne comprends pas. Alors, si vous voulez, pas le cas. Le texte jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'au 22, il y avait une sorte de flou. Parce que le texte était peu précis. Quand on avait notre salaire de référence, le texte indiquait qu'il fallait le ramener à la durée légale du travail. Et c'est pour ça que les entreprises qui appliquaient 39 heures indiquaient je prends mon salaire moyen et je divise par 151,67, ce qui fait que j'inclus déjà les heures supplémentaires et du coup, je les indemnise. On a eu une période de flou qui a quand même pas mal duré et à laquelle la QR de je ne sais plus quand, peut-être du 3 ou du 10 avril, a répondu en disant non, il faut bien enlever les heures supplémentaires
pour obtenir un salaire hors heures supplémentaires qu'on va ensuite diviser par 151,67 et vous indemniser sur la base de 70% de ce taux horaire obtenu. Ce qui fait que les heures supplémentaires, qu'elles soient exceptionnelles ou régulières, devaient être enlevées. Puis, le 22 avril, on a une ordonnance qui a quand même vocation à devenir une loi, mais qui n'a pas encore été traduite dans la nouvelle QR. Hein, ça, c'est un point important, puisque la QR qui avait dit « on ne prend pas les heures sup » n'a pas été actualisée sur ce point. Cette ordonnance du 22 dit « pour les entreprises qui appliquent une durée supérieure à la durée du travail, soit par un accord de branche ou d'entreprise, soit par des conventions individuelles de forfait, eh bien, à la place de 35 heures, vous mettez l'horaire supérieur. Donc, ça, ces heures-là sont considérées comme des heures indemnisables en lieu et place de la durée légale du travail. Donc, elles sont considérées automatiquement, c'est même pas qu'elles peuvent, c'est qu'elles sont considérées comme des heures chômées indemnisables désormais. Pour ça, il faut qu'elles figurent dans un contrat de travail. Alors, je ne sais pas si on doit interpréter la notion de forfait comme imposant qu'on ait dans le contrat de travail un article qui s'appelle forfait. Pour moi, un forfait, c'est d'avoir une rémunération mensuelle garantie aux salariés, incluant le paiement d'heures supplémentaires. Donc, si dans le contrat de travail, c'est mon interprétation, j'attends la QR pour qu'on puisse se le confirmer. Mais pour moi, dès lors que le contrat de travail dit vous êtes payé 39 heures, soit X pour 35 plus 4 heures chaque semaine, c'est effectivement des heures qui sont standardisées, forfaitisées. Et elles sont du coup prises en compte pour le maintien de la rémunération à 70%. Mais du coup, quand on voudra calculer, excusez-moi de revenir, hein, on n'aura pas à diminuer, enfin à diviser le montant de l'indemnité. Moi, je reviens toujours sur ce que je mets dans l'assiette de calcul de l'indemnité, parce qu'avant, on nous disait il faut calculer l'assiette de calcul de l'indemnité et ensuite on divise par 35. Là, aujourd'hui, compte tenu qu'on prend toutes les heures supplémentaires, enfin, à la condition que ça réponde bien, effectivement, à la définition des heures supplémentaires qui sont prises en compte, du coup, ma question, c'est on divise par quoi? C'est ça que je ne comprends pas. Il faut que vous arriviez à avoir 35. Vous ne pouvez pas dépasser, si vous voulez. Vous allez avoir mais c'est ça que je ne comprends pas. Parce que quand on dit qu'on ne peut pas dépasser, on ne peut pas dépasser, mais on prend quand même, on indemnise quand même les heures qui dépassent. Oui, vous allez les prendre en compte dans l'assiette de votre calcul. Vous allez avoir d'un côté le dernier salaire horaire que vous versez à votre salarié et en même temps, vous allez rajouter, vous savez, la moyenne des rémunérations des 12 mois précédents, oui. Derniers mois, qui inclut les primes qui ont un caractère qui sont qui correspondent à une activité. Vous ne prenez pas, par exemple, le 13e mois, parce que ça rémunère déjà toute l'année. Hein. Et vous allez prendre en sus, comme ça se passait pour les congés payés, les heures supplémentaires qui ont été versées. Mais à condition que ce soit au moins des heures supplémentaires contractuelles. Vous allez faire masse. Et vous divisez par 35. Et vous êtes obligé. Hein. De toute façon, ça ne dépassera jamais sur votre état de remboursement 35 heures. Vous ne pouvez pas faire 39 heures. Enfin, moi, je crois que… Vous allez faire cette masse. Oui, pardon. Et vous devrez obtenir 35. C'est justement ce que je ne comprends pas, mais bon. Je pense que, enfin, très honnêtement, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on a une contradiction flagrante entre les méthodes de calcul qui ont été posées par les questions-réponses et la nouvelle ordonnance. Donc, ce que je pense, c'est que de nouveaux exemples de calcul vont certainement être donnés dans la future question-réponse, parce que dans les précédentes, souvenons-nous, il y avait quand même un exemple qui était donné pour le fameux conducteur routier qui est à 42 heures, et on nous avait donné un exemple de calcul où on devait diviser par, on devait mener à un taux horaire, donc ne pas tenir compte des 42 heures. Je pense que cet exemple est devenu faux. Dans la QR, ça vient contredire la nouvelle ordonnance. Donc, ce que je pense, c'est qu'ils sont obligés de modifier cette ordonnance qui
vient en contradiction flagrante avec l'ordonnance du 22. Bon, ils essaient de courir après, leur taxi, quoi. Hein. C'est clair, le taxi est déjà parti. Bon, et de même, il y a un simulateur qui a été mis en ligne qui prévoyait le même mode de calcul, c'est-à-dire on enlève les heures sup, on divise par 30. Je pense que ce simulateur aussi va être corrigé. Mais ça c'est une question de jours ou d'heures, je ne sais pas, mais il est clair que la contradiction que vous avez, que vous relevez, elle est avérée, oui, ça c'est ça. Et quelle est la force d'opposabilité de ce QR? C'est un texte, c'est une sorte d'ovni qui, dans la hiérarchie des normes, n'existe pas, il n'est pas identifié. Ça n'est pas une circulaire publiée. C'est une indication qui est donnée au gouvernement. Maintenant, je pense que si jamais il y avait une difficulté, on pourra s'en prévaloir à l'encontre de l'URSSAF ou des directs si des contrôles étaient faits en disant nous, on a respecté ce que le gouvernement nous demandait. Mais devant un juge, j'avoue qu'en cas de contradiction entre une loi et la QR, je ne donne pas cher de la QR. Eh ben, on est d'accord. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner le temps que l'on a si, donc, par exemple, aujourd'hui, on décide de faire un acompte sur la paye d'avril, le temps qu'on se retourne justement pour le calcul de la paye par rapport à cette nouvelle ordonnance, pour au moins essayer d'avoir un mois d'avril approximatif? On a combien de temps pour éditer un bulletin de salaire, sachant que normalement, si je ne me trompe pas, on a bien 30 jours pour déclarer pour faire la demande d'allocation sur la directe. C'est plutôt le problème que vous pouvez avoir par rapport aux salariés de fourniture d'un bulletin dans des délais corrects. Après, le paiement, le remboursement par la directe, ça peut être long. Je crois qu'on a 1 an. Hein. On a 1 an pour faire la demande? Oui, pour le remboursement des indemnités. Mais c'est plutôt le fait de produire un bulletin qui soit correct. Enfin, de produire un bulletin pour le mois en question et en conservant un délai qui est régulier par rapport à la remise de ces bulletins de paie. Mais on peut tout à fait se dire on fait un acompte à ce jour pour donner un bulletin de salaire la semaine prochaine par exemple. Oui. Et vous sachant payez que à quelle échéance vous payez habituellement? Normalement, c'est avant le 30 fin de mois, donc ça serait là pour mercredi. Il faudrait que mercredi, en fait, les virements soient effectués pour les délais bancaires. Oui. Puisque vendredi, c'est férié. Mais en fait, c'est surtout parce que ça veut dire que même si on prend une semaine supplémentaire pour faire nos bulletins de salaire, on s'attend à avoir des régules, sachant que déjà en avril, on va avoir des régules sur le mois de mars par rapport à l'activité partielle et par rapport aux arrêts maladie pour garde d'enfants qui prévoit justement que la complémentaire de l'employeur à hauteur de 90% du salaire. Oui, de toute façon, des régularisations, il y en a en quantité, ça c'est certain. Pratiquement chaque paye donne lieu à des régules du mois précédent. Après, si vous avez un petit décalage sur remise de bulletin, il ne faut pas trop tarder, voilà, par rapport à la compte. Il n'y a pas de délai à respecter Normalement, vous devez remettre à échéance chaque mois, mettre un bulletin de paye. Donc, il faut, si vous l'avez donné, si vous le donnez le 25 habituellement, il faudrait que vous restiez 25 du mois de mars, il faudrait que vous restiez à l'entour de 30 avril. D'accord, à peu près 5 jours, une semaine. Bien entendu, vu les circonstances, je pense qu'il y a une coopération du personnel, surtout que si vous payez un acompte relativement important. Si vous pensez que votre bulletin va sortir tard, ce qu'on peut recommander, du coup, c'est que vous fassiez une communication aux salariés pour leur dire la loi vient de changer,
on est en train d'ajuster les bulletins de paie. On a fait partir des acomptes pour que les salariés ne soient pas lésés. Mais ce mois-ci, nous vous informons que vos bulletins vont vous arriver avec 1, 2, 3 jours, 4 jours de retard. Comme ça, vous limitez les problèmes. Ce qui est gênant, c'est quand les salariés sont dans l'inquiétude parce qu'ils ne voient pas leur bulletin arriver alors qu'il aurait dû arriver. Merci. Je voudrais revenir sur un point. La Direct peut mettre 1 an pour rembourser les montants, en fait, c'est ça? Disons que Alors moi, j'ai pas l'info là-dessus. Hein. je crois que la prescription est d'une année. Voilà. En fait, il faut distinguer plusieurs opérations. La demande d'autorisation de mise en AP de ces salariés, on a 30 jours pour le faire à partir du premier jour mise en activité partielle. La déclaration du nombre d'heures et du nombre de salariés effectivement en AP, on a en effet 12 mois pour le faire. Ah, d'accord. Mais eux, une fois qu'on a fait la déclaration, ils indemnisent sous quel délai? En théorie, sous 12 jours. Autour de moi, j'ai certaines sociétés qui, en effet, les délais d'une douzaine de jours ont été respectés. Là, a priori, vu le nombre de demandes, c'est un tout petit peu plus long. Il ne faut pas trop espérer 12 jours, mais voilà. Ça paraîtrait quand même surprenant que des entreprises en difficulté qui font recours au chômage partiel attendent 12 mois pour déposer. Oui, j'étais un peu surprise. Oui, Leur demande d'indemnité, ça me paraît… oui, c'est certain. Alice, on avait une dernière question que je t'avais posée par email. C'était de savoir s'il existait des critères spécifiques d'appréciation des dossiers d'entreprises numériques. Non. D'accord. Non, toutes les entreprises sont traitées à la même enseigne. D'accord. Il n'y a pas d'adaptation par filière. D'accord, très bien. À part les adaptations de textes connus par rapport aux chauffeurs routiers, aux pigistes et autres métiers particuliers ou saisonniers. Mais non, il n'y a rien de spécifique, en tout cas, à l'activité numérique. Super. Moi, Je confirme le délai moyen de 12 jours de l'ASP. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, la quantité de demandes fait que ces versements peuvent peut-être prendre un peu de retard. C'est un délai moyen. Voilà. Merci. Et moi, j'avais juste une petite question, Valérie Rouleau, Syntec Numérique, à la Direct, justement, de me préciser, en fait, parce que beaucoup d'entreprises me posaient la question, puisqu'on sait très bien que quand on fait une demande et qu'ensuite on renouvelle cette demande, l'entreprise donc peut être amenée à prendre des engagements, notamment en termes de formation et autres. Et la question était de savoir quelle est la définition exacte du renouvellement de la demande. Est-ce que c'est uniquement une définition qui est liée au temps, c'est-à-dire à la durée déterminée de la première demande, ou bien parce qu'en fait, en gros, je vais être plus précise, j'ai un certain nombre d'entreprises qui ont fait une demande et qui, au fur et à mesure de l'écoulement, entre guillemets, modifient en fait, par exemple, il y a un certain nombre de salariés qui étaient en activité partielle qui ne le sont plus, mais d'autres qui le deviennent. Donc, leur question un petit peu inquiète était de dire si je modifie en fait pendant la durée déterminée de ma première demande des éléments que j'avais fournis à la Direct, est-ce que la Direct va bien considérer que c'est juste un avenant ou bien elle va considérer que c'est une nouvelle demande? Je ne sais pas si je suis très claire. C'est un avenant. Enfin, tout dépend de comment de quelle modification ils font. Après, la demande, elle est sur un maximum de temps passé, enfin d'activité partielle. Si les personnes changent, c'est-à-dire certaines personnes sont placées en AP puis d'autres, tant que ça reste dans le seuil de demande, je ne crois pas qu'il y a besoin de faire un avenant, il me semble. Par contre, c'est vrai que dès qu'il faut une modification, ça devient un avenant. Donc, pour moi, c'est pas une nouvelle demande. Hein. C'est ça. C'est ce que j'avais cru C'est-à-dire comprendre. ils ont déjà fait une demande, ils ont soit eu une réponse sous 48 heures, soit pas eu de réponse, donc c'est un avis tacite. Et après, en fait, c'est juste qu'ils avaient fait une demande, par exemple, sur 3 mois, et au bout des 3 mois, en fait, ils doivent refaire une nouvelle demande. C'est pas... voilà. Ok. Donc, en fait, le renouvellement, c'est vraiment lié à la durée de la première demande, en fait. Il y a renouvellement quand on arrive au terme, mais d'accord.
Ok, merci Moi, beaucoup. c'est ça. Alors moi, je préconise auprès des clients qui ont une partie de leur entreprise qui reprend une activité, parce que ça arrive ponctuellement, il peut y avoir un petit marché, par exemple, d'envoyer un mail à la directe pour informer qu'il y a quelques personnes qui reprennent une activité. Bon, pour éviter, en cas de contrôle, qu'on ait un malentendu. Et puis, en même temps, au niveau de la couverture AT, qu'on puisse bien dire que c'est une intervention qui a été ponctuelle et qu'on définisse à partir de quand, qu'il n'y ait pas d'équivoque. On a prolongé un petit peu, il est 9h42. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Donc, j'ai considéré que non. Merci à nos invités pour leurs éclairages, parce que c'est vrai que tout ça, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc vous retrouverez le compte rendu. Et, alors, je ne prétends pas avoir tout bien écrit comme il fallait. Hein, donc, il y aura la possibilité de revisionner le café vidéo si vous voulez revenir sur des points de détail des échanges. Alors, je revérifie, excusez-moi, donnez-moi une toute petite seconde que je vous annonce le programme de demain matin que je n'ai pas en tête. Honte à moi. Demain matin, de quoi parle-t-on? Demain matin, on va parler de… le temps que ça charge, je vais regarder dans la newsletter. Donc, demain matin, nous serons le 28 avril. Allez. Financement et aide aux entreprises. Ah bah, c'est merveilleuse. Voilà. 28 avril, financement et aide aux entreprises. Voilà, avec la région, la Banque populaire du Sud. Voilà, donc depuis le dernier café visio qu'on avait fait sur ces aides financières, il y a de nouvelles choses aussi qui sont sorties. Voilà, donc demain, on parle de comment aider financièrement les entreprises, les dispositifs, aussi les questions que vous pouvez vous poser depuis le mois dernier sur les dispositifs déjà en cours. Voilà. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonne journée. Au revoir à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.